Bonjour à tous. Nous entrons enfin dans le vif du sujet avec une série de vidéos dédiées au développement de fichiers RAW. Et bonne nouvelle, pour ceux qui ne disposent pas de Capture One, vous tirerez également grandement profit de ces vidéos, peu importe le logiciel de développement que vous utilisez. En effet, tous ces logiciels disposent d'outils fort semblables. On pourra donc facilement adapter mes propos à n'importe quel logiciel de développement. Et lorsque je parlerai de notions théoriques, elles seront forcément valables pour tous les logiciels. Au fil de cette série, je vais vous décrire en détail les outils que nous offre le logiciel Capture One pour réussir nos développements. Dans ce premier épisode, je vais surtout parler des bases du développement, des pièges à éviter et des bons réflexes à avoir. J'en profiterai pour voir également les premiers outils indispensables à tout développement. Bref, si vous voulez progresser et apprendre, vous êtes au bon endroit. Il y a beaucoup de sujets à couvrir, alors commençons sans plus tarder. Lorsque l'on souhaite développer une image, on se demande parfois par où commencer. Premièrement, il est bon de se demander ce que l'on va faire de cette image. La poster sur Facebook, sur Instagram, sur un forum, l'envoyer à des amis, à des clients, à des éditeurs, etc. Ou encore l'envoyer sur un site pour impression, l'envoyer chez un imprimeur, ou pourquoi pas l'imprimer soi-même. Si l'on doit se poser cette question, c'est parce que le traitement est légèrement différent suivant ce que l'on veut faire de son image. On comprendra aisément que la qualité d'une image postée sur Internet peut être bien moindre que si l'on veut réaliser pour cette image un tirage d'art. Dans mes tutoriels, je partirai toujours du principe que j'utilise les outils pour obtenir la meilleure qualité possible. Et ceci, bien évidemment, seulement à partir des outils que nous aurons vus et en fonction des images. Plus nous progresserons, plus nous verrons d'outils et plus simple il sera facile d'arriver à cet objectif de qualité. Notez qu'au début, nous verrons beaucoup d'exemples, comme cette image que vous voyez, qui n'auront comme seul intérêt que l'apprentissage. Deuxièmement, on peut se dire que si les concepteurs de logiciels mettent à notre disposition autant d'outils, c'est qu'il faut tous les maîtriser et les utiliser afin de parvenir au meilleur développement possible. Eh bien, pas du tout. La première règle à retenir est que moins vous utilisez d'outils pour obtenir un résultat correct, plus il y a de chances qu'il soit qualitatif. Si vous devez utiliser un grand nombre d'outils, il y a de fortes chances que l'image à traiter présente de gros défauts à la base. Retenez que meilleure est la prise de vue, meilleure sera votre image finale. Et même si votre prise de vue est bonne, sachez que plus vous utilisez d'outils, plus vous avez potentiellement de chances de dégrader l'image si vous ne prenez pas garde. Des outils mal utilisés peuvent facilement être à l'origine d'artefacts disgracieux comme par exemple des halos, d'une montée du bruit numérique, d'une perte de détails ou au contraire d'une exagération de ceux-ci, de couleurs faussées, etc. Bref, il faut bien connaître chaque outil qu'on utilise et être conscient de son fonctionnement et ou de son impact sur l'image que l'on analyse et ou que l'on traite. Et s'il y a autant d'outils, c'est tout simplement pour répondre à toutes sortes de problématiques qui, heureusement, ne concernent pas à chaque fois toutes les images. On va donc devoir adapter les traitements suivant l'image que l'on développe. Je vous le dis de suite, il n'y a pas de règle absolue, mais quelques bons principes de base à adopter. Alors, par où commencer ? Cela paraît bête à dire, mais la première chose à faire est de regarder son image, de l'analyser et de se demander si l'on va pouvoir en tirer quelque chose de correct. Prenons cette image. Que voit-on ? On voit que le cadrage est fort hasardeux. Même si je décidais de recadrer drastiquement l'image, le menton du cheval resterait malheureusement coupé. Mais il y a bien pire que cela. Un bref coup d'œil me permet de voir que tout est flou. Si vous avez beaucoup d'images floues, il faut vraiment vous poser la question de savoir ce qu'il se passe. Sous l'histogramme, je vois 2 données de prise de vue qui peuvent m'aider à comprendre. Je vois 1/13 de seconde et f5.
En photographie, on sait que l'ouverture influe sur la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté qui s'étend avant et après le plan de mise au point. Peut-être que c'est alors cette ouverture f5 qui explique le flou dans mon image. Dans mon cas, je suis certain d'avoir fait la mise au point sur la tête du cheval. Je devrais donc à minima voir cette zone nette. Or, quand je regarde celle-ci, je constate qu'elle est floue. Pourquoi ? Eh bien là, je vois le coupable à coup sûr. Il s'agit de mon temps de pause, 1/13 de seconde, ce qui en photographie est un temps de pause relativement long. Pour réaliser une image nette avec ce temps de pause, je dois vraiment être très stable. Dans le cas contraire, tout peut vite devenir flou, même avec une profondeur de champ plus importante. Nos micro-mouvements, même si imperceptibles soient-ils, sont à l'origine de bien des photos floues. Et dans ce cas-ci, même si j'avais été très stable ou avais mis mon appareil sur un trépied, cela n'aurait rien changé. Le problème ici est que j'ai affaire à un être vivant qui lui aussi bouge. Sans compter que les herbes, les feuilles d'arbres peuvent elles aussi bouger plus ou moins fortement en fonction du vent. Ne pensez pas qu'un paysage est d'office statique. Si je zoome sur l'image, je vois mieux à quel point la tête du cheval est floue. Ce que je vois est le mouvement de la tête du cheval. En réalité, j'aurais dû utiliser un temps de pause beaucoup plus court pour figer à la fois mes propres mouvements et ceux du cheval. Bref, non seulement mon cadrage est mauvais, mais bien pire, mes paramètres de prise de vue ne sont pas du tout adéquats. Dans ce cas-ci, je peux utiliser tous les logiciels que je veux, jamais je n'obtiendrai une image correcte. Les défauts de prise de vue sont bien trop importants. Je dois donc me résigner à considérer cette image comme inexploitable. Retenez bien que la prise de vue est la toute première étape de la réalisation d'une image et que si celle-ci est mauvaise, la photo est tout simplement ratée. Faisons abstraction du cadrage, de la netteté ou encore de l'intérêt esthétique de l'image. Je veux juste maintenant m'intéresser aux tonalités présentes dans l'image. Ici, l'exemple est flagrant et je vois clairement que mon image est bien trop claire. Surexposée, dit-on en photographie. Mon ciel est tout blanc alors qu'en cette fin d'après-midi, je me souviens très bien qu'il était coloré et plein de nuages. Où est passé ce joli ciel ? Pour nous aider à analyser et comprendre ce qui se passe, il y a un outil essentiel qui est l'histogramme. Capture One en propose plusieurs, mais celui qui nous intéresse, c'est celui qu'on voit et qu'on trouve par défaut tout en haut de l'onglet Exposition de la barre Outils. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est un histogramme, je vous conseille de commencer par regarder la vidéo qui lui est consacrée et dont je mets le lien en description. Maintenant que cela est clair pour tous, je continue. Bien qu'il ne s'agisse que d'un outil de contrôle, il est très utile à plus d'un titre. Voyons ce que cet histogramme peut nous apprendre. Contrairement à notre œil, il nous permet de visualiser facilement et clairement les tonalités présentes dans notre image ainsi que leur répartition. Ici, je vois que je n'ai aucune donnée dans les tonalités de basse lumière, un petit peu dans les ombres, des données bien réparties dans les tons moyens, un petit peu dans les tons clairs et beaucoup dans les hautes lumières. Beaucoup car je vois un énorme pic. Et comme celui-ci est collé tout à droite, je sais alors que j'ai de nombreux pixels surexposés dans mon image. Nombreux, ok, mais combien et où ? Pour avoir une estimation, je peux faire appel à un autre outil de contrôle, à savoir l'outil avertissement d'exposition. Vous le trouvez ici dans la barre d'outils, ou encore en allant sur le pictogramme 3 petits points de l'histogramme, ou encore via le raccourci clavier CTRL-E. Je l'active. Celui-ci me montre les pixels surexposés en rouge et les pixels sous-exposés en bleu. Attention, cet outil dépend de paramètres réglés dans les préférences. Allons voir cela. Ici, dans l'onglet Exposition, vous pouvez choisir d'afficher ou non les pixels sous-exposés. Vous pouvez aussi choisir les couleurs d'affichage pour les pixels surexposés et sous-exposés. Et surtout, vous définissez ici pour quelle valeur de luminosité ces avertissements d'exposition doivent être affichés. Je choisis de mon côté d'activer les avertissements pour les ombres et les valeurs extrêmes 255 et 0. Revenons à nos avertissements.
Évidemment, je ne vois aucun pixel en bleu puisque dans mon histogramme, j'ai bien vu que je n'avais aucun pixel sous-exposé. Par contre, quasi la moitié de mon écran est rouge. Cela veut-il dire que tous les pixels de mon ciel sont surexposés? Ici, la réponse est oui, et nous verrons après comment en être certain, mais ce n'est pas toujours aussi évident de se faire une idée simplement en regardant l'image. Je m'explique. Si je vous montre maintenant cette image de dégradé, voyez-vous à l'œil nu ce qui est surexposé? De mon côté, cela me semble évident et je dirais ce qui est blanc à l'extrême droite. Affichons les avertissements pour voir ce que Capture One en pense. Impressionnant. Pour lui, tous mes dégradés couleurs sont complètement surexposés, ce qui est évidemment faux. C'est là que prend tout le sens de mon avertissement au début de cette vidéo, à savoir, il faut bien connaître le fonctionnement des outils du logiciel que l'on utilise. Sous Capture One, les avertissements d'exposition montrent des zones surexposées dès qu'un canal rouge, vert ou bleu atteint la valeur de luminosité que j'ai fixée dans mes préférences. Or, tous mes dégradés couleurs ont au moins un canal qui est à cette valeur 255. Voilà pourquoi l'entièreté de mes dégradés sont considérés par Capture One comme surexposés. En résumé, il faut donc comprendre cet outil comme étant un indicateur qu'au moins un de mes canals rouge, vert ou bleu est à la limite. Sur cet autre exemple, notez que l'avertissement pour les zones bouchées ne s'active quant à lui que si la valeur de luminosité pour mes 3 canaux RVB est à 0, la valeur que j'ai définie dans les préférences. Je reviens à mon premier dégradé, et pour information, regardez comme sous Lightroom, l'avertissement me donne pour celui-ci un tout autre résultat. Les outils ont des noms semblables, mais fonctionnent différemment. Revenons à Capture One. Pour contrôler ce qui est sous ou surexposé, il existe d'autres outils. Par exemple, lorsque je promène ma souris sur l'image, j'ai deux autres visuels extrêmement utiles. Une barre orange qui se promène dans l'histogramme et m'indique la luminosité des pixels sous ma souris. Voyez comme cette barre bouge en fonction de l'endroit où je suis. Cela me montre clairement que mes dégradés ne sont pas surexposés. La barre orange n'atteint l'extrême droite de mon histogramme, et donc la surexposition, que lorsque je promène ma souris à l'extrême droite de mes dégradés couleurs sur les dernières rangées de pixels. L'autre visuel est l'indicateur des valeurs RVB et de luminosité présents dans la barre d'outils de ma visionneuse. Ici, je vois clairement les valeurs de mes canaux RVB et la luminosité. La barre orange qui se promène sur l'histogramme est en fait un visuel de cette valeur de luminosité. Et il n'y a que lorsque les 3 canaux RVB sont à une valeur de 255 que la luminosité est elle aussi à cette valeur et que donc je suis potentiellement surexposé. Je dis potentiellement car cela ne veut pas nécessairement dire que c'est grave. Encore une fois, tout dépend de l'image et des zones surexposées. Nous y reviendrons souvent dans les divers tutoriels. En attendant, avec ces deux visuels, vous êtes certain de pouvoir dire avec certitude ce qui est ou non sous-surexposé. Vous allez me dire que c'est bien beau, mais que vous n'avez pas envie de parcourir l'entièreté de votre écran avec la souris pour vérifier. Bien évidemment, et d'ailleurs, vous allez surtout apprendre à faire confiance à votre œil. C'est votre meilleur outil, retenez bien cela. Une zone surexposée, cela veut dire que vous n'avez aucune information dans cette zone. Cela veut aussi dire, comme je l'ai déjà dit, que les pixels surexposés ont comme valeur RVB 255, 255, 255, ce qui correspond à du blanc pur. Du blanc, c'est du blanc. D'un coup d'œil, vous devez donc pouvoir dire ce qui est surexposé ou non dans votre image. Les outils que nous venons de voir ne sont que des moyens de contrôle pour vérifier que ce que votre œil vous donne comme information est bien juste. Maintenant, voici une petite astuce qui peut vous aider en cas de doute ou dans votre apprentissage. Je peux utiliser une fonction de Capture One pour me montrer tous les pixels qui ont une valeur de luminosité égale à 255. Pour cela, je crée un calque rempli. J'active pour ce calque la plage Luma et je demande à cet outil de n'inclure dans mon masque que les pixels qui ont une valeur de luminosité comprise entre 255 et 255. Autrement dit, qui ont comme valeur 255. Et voilà, je n'ai plus besoin de promener ma souris sur mes zones blanches pour contrôler si le blanc que je vois est du blanc pur surexposé. Le masque me montre clairement que je n'ai en réalité que quelques pixels blancs purs dans mes dégradés.
ceux qui sont en rouge, qui est la couleur par défaut du masque que j'ai créé. Rassurez-vous, je verrai en détail les calques, les masques, la plage Luma et tout ce que l'on peut faire avec ces outils au fur et à mesure de l'apprentissage dans d'autres tutoriels. Revenons sur l'image du cheval. Concernant la surexposition, vous devez bien retenir que ce n'est pas nécessairement grave. Du blanc pur dans une image est en général tout à fait normal. Là où la surexposition est gênante, c'est simplement lorsqu'une zone d'une image est blanc pur au lieu de contenir des informations que j'aurais voulu voir apparaître dans cette zone. On dit alors que la zone est surexposée car elle ne contient aucun détail. Sur cet exemple, j'aurais voulu voir du ciel au lieu de ce blanc surexposé. Lorsque l'on débute avec les logiciels de traitement, une des erreurs fréquentes est de considérer les indicateurs de sous-surexposition comme étant des garde-fous vous montrant ce qui est mauvais dans l'image. Il est alors souvent tentant de vouloir faire des corrections jusqu'à ce que les indicateurs ne nous montrent plus d'avertissement. Par exemple, ici, si je baisse l'exposition, je ne vois plus d'avertissement. Est-ce mieux? Ai-je corrigé mon problème de surexposition? Voilà les questions que vous devez vous poser. Certes, mon alerte de surexposition a disparu, mais au lieu d'avoir une grande zone de blanc pur, je me retrouve avec une grande zone de gris clair, toujours sans aucun détail. Dans ce cas, je n'ai rien réglé du tout, j'ai juste remplacé du blanc par du gris. Nous verrons au cours des exemples et des vidéos à venir les écueils à éviter. Retenez que les indicateurs de sous-surexposition sont bien des garde-fous, mais en aucun cas ils ne vous montrent ce qui est bon ou mauvais. Ne faites pas l'erreur de les considérer comme tels. Comme leur nom le suggère, ils vous avertissent qu'il y a peut-être un problème. C'est vous qui devez comprendre en fonction de votre image si c'est réellement un problème. Et seulement si c'est le cas, alors vous allez tenter de le corriger à l'aide des outils de votre logiciel. Et si la correction n'est pas possible, c'est que la prise de vue était mauvaise et donc que votre image est ratée. On pourrait me rétorquer qu'il existe des logiciels permettant de facilement remplacer un ciel et donc de corriger ce genre de défauts. Facilement? Peut-être. Sans introduire d'autres défauts sur mon image, là j'en suis beaucoup moins sûr. Mais peu importe. Ce qui m'intéresse est de vous apprendre à développer une image sans la dénaturer. Voilà pour ce gros chapitre d'introduction concernant l'analyse d'image, l'histogramme et la surexposition. Il me semblait indispensable d'en toucher un mot avant toute autre chose. À présent, voyons enfin les premiers outils qui nous permettent de modifier les tonalités de l'image. Ils se trouvent aussi dans l'onglet Exposition de la zone outils. Je vais parler des outils Balance des blancs, Exposition, High Dynamic Range, Niveau, Clarté et Correction du voile. Contrairement à de nombreuses vidéos où l'on vous dit de pousser tel ou tel curseur à droite ou à gauche sans vous donner trop d'explications, je vais ici décrire le fonctionnement des divers outils en détail. Pourquoi et en quoi cela est-il important? C'est fondamental. Étant donné que les outils agissent sur les tonalités, il faut absolument savoir sur quelle tonalité agit tel ou tel outil et comprendre ce que l'outil va faire de ces tonalités. L'histogramme sera alors d'une aide précieuse pour nous aider à visualiser l'impact d'un outil sur les tonalités présentes dans l'image. De plus, bien connaître le fonctionnement des outils vous aidera à progresser et à faire vos propres tests. Et si comme moi vous aimez regarder d'autres vidéos de photographes, vous vous rendrez alors vite compte que dans de nombreuses vidéos, peu importe qu'il s'agisse de Capture One ou d'un autre logiciel, qu'il s'agisse de pro ou pas, ils utilisent bien souvent les divers outils à leur disposition de façon inadéquate. Pire, ils peuvent même vous influencer de façon négative. Voilà pourquoi un apprentissage méthodique vous sera bien plus profitable, même si évidemment une telle approche est bien plus exigeante. Mais comme vous le savez, on n'obtient rien sans effort. Trêve de bavardage et commençons par la balance des blancs. Sachez avant tout que si vous voulez en savoir plus sur le concept qui se cache derrière la balance des blancs, alors je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Maintenant, je vais décrire le fonctionnement de cet outil.
Remarquez que par défaut, il se trouve avant les outils classiques d'exposition, d'High Dynamic Range, de clarté, etc. Et ceci pour une bonne raison. Si l'on effectue une modification poussée de ces réglages, on remarque de suite un gros changement de colorimétrie, et si l'on jette un coup d'œil à l'histogramme, on voit que toutes nos tonalités sont fortement décalées. Il serait alors dans ce cas un peu bête de commencer par régler d'autres paramètres agissant sur les tonalités, et de devoir ensuite les régler à nouveau suite à une forte modification des tonalités due à une balance des blancs changée de manière vigoureuse. Voilà pourquoi il est conseillé d'effectuer ce réglage en premier lieu, ce qui a aussi comme avantage de partir d'une base colorimétrique saine. Dans les faits, on a rarement besoin de pousser les curseurs balance des blancs très loin, et cela ne modifie alors guère les tonalités. Il est alors tout à fait envisageable d'effectuer ces corrections plus tard dans le processus de développement. Il n'y a pas de règle absolue, surtout lorsque l'on sait qu'on peut appliquer ces réglages de façon localisée ou encore qu'il existe de nombreux autres outils pour corriger la colorimétrie. Voyons maintenant à quoi correspondent les deux glissières Kelvin et Nuance. Le premier curseur permet de modifier ce que l'on appelle la température de couleur, température représentée en Kelvin. Plus vous allez vers la gauche, plus vous allez introduire dans votre image une teinte bleutée. Dans ce cas, on dit en photographie que l'on refroidit l'image. En allant vers la droite, votre image devient de plus en plus jaune. On dit alors qu'on réchauffe la scène. Il suffit de regarder le dégradé couleur de la glissière pour se rappeler des teintes que l'on introduit dans l'image. On utilise donc ce curseur pour donner une ambiance à notre image. Soit on va chercher à réchauffer les couleurs en allant à droite, soit au contraire les refroidir en allant à gauche. Le deuxième curseur, Nuance, va lui jouer sur les teintes vertes et magenta, comme on le voit en regardant la couleur du dégradé de la glissière. On va l'utiliser soit pour corriger une dominante de couleur verte ou magenta présente dans l'image, ou au contraire pour introduire une telle dominante. Si une dominante magenta est présente sur l'image, on va le pousser à gauche pour corriger cette dominante en ajoutant du vert. Si une dominante verte est présente sur l'image, on le pousse à droite pour corriger celle-ci en ajoutant du magenta. On peut aussi utiliser ce curseur pour introduire volontairement du vert ou du magenta dans l'image. Pour votre information, on voit plus facilement la présence d'une dominante couleur dans les zones sombres. Voyez ici comme le rocher est vert si je pousse exagérément mon curseur Nuance à gauche. Notez que la lecture des valeurs RVB peut également vous aider à déceler une dominante. Poursuivons. Dans la liste déroulante de mode, vous retrouvez des réglages qui vont automatiquement modifier les curseurs Kelvin et Nuance. Par défaut, c'est le mode cliché qui est sélectionné, c'est-à-dire la balance des blancs enregistrée par votre appareil au moment de la prise de vue. Vous retrouvez dans la liste différents réglages identiques à ceux que vous pouvez régler directement sur votre appareil photo. Si je les utilise, regardez alors comme les curseurs et les couleurs changent en fonction du mode que je choisis. En général, on a choisi la bonne balance des blancs sur notre appareil, ou encore celui-ci a bien fait son travail en mode automatique, et on ne va alors que très rarement dans cette liste. Voilà pourquoi on est par défaut sur le mode cliché qui, je le rappelle, va utiliser les valeurs balance des blancs enregistrées par l'appareil dans les métadonnées du fichier RAW. À droite de cette liste, vous trouvez la pipette sélection de balance des blancs, un outil disponible également dans les outils curseurs ou encore via le raccourci clavier W. Retenez W comme White Balance en anglais. Si j'appuie sur W, voyez que la pipette passe en orange, indiquant que mon outil est actif. Je le retrouve aussi actif dans mes outils curseurs. À quoi sert cette pipette? Si vous avez regardé la vidéo sur la balance des blancs, vous le savez déjà. Pour les autres, cela va servir à sélectionner une zone de mon image que je considère comme étant neutre. Neutre voulant dire grise. L'idéal est de choisir une zone illuminée par la source de lumière et qui n'est pas sur- ou sous-exposée. Parfois, on ne trouve pas de zone qui devrait être parfaitement grise. Si votre intention est d'obtenir une parfaite neutralité des couleurs, l'idéal est de disposer d'une charte de gris, encore une fois, chose que j'explique dans la vidéo sur la balance des blancs. Vous pouvez donc tester cet outil sur différentes zones, mais voyez que si vous sélectionnez une zone qui de toute évidence ne doit pas être grise, vous allez la rendre grise, avec comme conséquence que le reste de vos couleurs vont ressembler à n'importe quoi.
Une fois que vous en avez terminé avec un outil de type curseur, prenez l'habitude de le désélectionner afin de ne pas risquer de changer la balance des blancs par inadvertance. Sous Capture One, en réalité, on ne désélectionne pas un outil, mais on en choisit un autre. Je vous conseille d'appuyer sur le raccourci clavier V ou H, qui sont les raccourcis pour les deux premiers outils curseurs, qui correspondent respectivement à sélectionner et main. Ces outils curseurs ne risquent pas d'altérer votre image. Enfin, via ce pictogramme, vous avez la possibilité de demander à Capture One d'analyser l'image et de régler la balance des blancs automatiquement. Notez que cela ne donne pas toujours les meilleurs résultats. Et enfin, si dans Mode vous voyez Personnaliser, c'est que la balance des blancs a été modifiée. Dans le cas contraire, vous voyez Cliché. Avant de passer à l'outil Exposition, deux choses importantes concernant les outils de Capture One. Premièrement, un petit mot concernant les différents pictogrammes que vous voyez dans la barre de titre des outils. Si celui-ci est présent, cela signifie, comme on vient de le voir, que vous pouvez demander à Capture One de régler les paramètres de l'outil automatiquement pour vous. On utilise en général assez peu cette possibilité. D'ailleurs, vous ne le trouverez que sur 6 outils. Ce pictogramme permet de copier les réglages afin de les appliquer à une ou plusieurs autres images. Nous verrons cela dans un autre tutoriel. Celui-ci permet de réinitialiser tous les réglages de l'outil. Il a aussi une autre utilité. Si vous maintenez la touche Alt enfoncée et que vous cliquez dessus, il ne réinitialise que temporairement les outils. Dès que vous arrêtez de maintenir le clic, les réglages reviennent. C'est donc un moyen de voir l'effet de l'outil sur l'image en réalisant un avant-après. Lorsque vous voyez ce pictogramme, cela veut dire que vous pouvez appliquer des pré-réglages à vos images. Tous les outils ne disposent pas de pré-réglages de base, mais vous pouvez créer les vôtres via ce menu. Et enfin, les 3 petits points vous permettent d'accéder à des fonctions standards d'un outil, comme le fait de pouvoir le supprimer, le changer de zone, ou encore obtenir une aide en ligne, malheureusement en anglais. Il peut aussi parfois y avoir des fonctions spécifiques pour chaque outil. Je n'entre pas dans les détails. Deuxièmement, quelques mots sur la façon de modifier les valeurs des glissières. Vous pouvez tout naturellement cliquer et déplacer les curseurs pour modifier les valeurs. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez directement entrer une valeur dans le champ numérique. Vous pouvez également cliquer dans ce champ et modifier les valeurs à l'aide des touches fléchées haut et bas. Si vous maintenez en même temps la touche majuscule enfoncée, les valeurs sont modifiées avec des paliers plus importants. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu qu'on pouvait dans les préférences choisir ou non de modifier les valeurs à l'aide de la molette de la souris. Si vous avez choisi de pouvoir modifier les valeurs à l'aide de la molette, alors lorsque vous placez le pointeur de la souris sur une glissière, il vous suffit de tourner la molette pour modifier les valeurs de la glissière. Sinon, vous pouvez utiliser la touche Alt enfoncée afin de modifier les valeurs via la molette de la souris. Pour voir temporairement l'effet qu'a sur votre image une valeur appliquée à une glissière, cliquez sur le nom de celle-ci tout en maintenant le bouton enfoncé. Le paramètre est alors reseté jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Pour resetter la valeur d'une glissière, double-cliquez sur le curseur ou sur la glissière elle-même. Voilà qui devrait vous aider à correctement régler vos paramètres. Encore un petit mot avant de passer à l'outil suivant. Pour resetter entièrement une image, et donc toutes les valeurs des outils, vous avez par défaut un bouton réinitialiser dans la barre d'outils. Il est maintenant grand temps de passer à la description de l'outil Exposition. Commençons par la première glissière nommée Exposition. On la retrouve dans de nombreux logiciels et elle fonctionne de manière similaire sur chacun d'entre eux. Ici, sous Capture One, les valeurs vont de -4 à +4. Son fonctionnement est simple à comprendre. Chaque valeur entière est l'équivalent d'un stop de lumière en plus ou en moins. En d'autres termes, si vous mettez +1, c'est comme si vous doubliez la quantité de lumière reçue par votre appareil. +2, vous doublez encore par rapport à +1, c'est donc 4 fois plus de lumière par rapport à 0. Vous l'aurez compris, +3 c'est 8 fois plus et +4 16 fois plus, toujours par rapport à 0. Pour les valeurs négatives, vous l'aurez compris aussi, c'est 2 fois moins de lumière par palier. Le résultat est le suivant. Quand vous bougez le curseur à gauche, toutes les tonalités de l'image s'assombrissent, tandis qu'en le bougeant à droite, toutes les tonalités s'éclaircissent.
Retenez donc bien que ce curseur agit sur toutes les tonalités de l'image. L'histogramme reflète bien le fait que toutes les tonalités sont affectées par ce curseur. Alors, quand faut-il utiliser ce curseur? Eh bien, c'est assez simple. Lorsque toutes, j'insiste bien sur toutes, les tonalités de votre image sont trop sombres ou trop claires, alors vous pouvez facilement corriger le problème à l'aide de ce curseur. Retenez aussi que cela peut être un formidable outil pour vous montrer le potentiel de votre image et des détails que vous allez pouvoir récupérer dans les hautes lumières ou dans les ombres. Voyez le potentiel qu'il y a dans le ciel de cette image lorsque je déplace mon curseur à fond à gauche. Et inversement, voyez le potentiel dans les ombres lorsque je vais vers la droite. Concernant cette image, si je la trouve trop sombre, utiliser ce curseur pour l'éclaircir est une mauvaise idée. En effet, voyez que si je monte mon exposition de +1, j'éclaircis bien mon image, mais ce qui était déjà très clair devient trop clair. En contrôlant le potentiel de mon image, j'ai vu juste avant qu'en baissant l'exposition, je voyais pas mal de détails dans le ciel. Le problème est que si j'utilise cet outil pour assombrir mon ciel, j'assombris aussi tout le reste. Ce n'est donc pas le bon outil car je ne souhaite ni éclaircir ni assombrir toute mon image. En règle générale, retenez qu'on utilise rarement les outils qui agissent sur toutes les tonalités de l'image. Ils ont en effet tendance à corriger des problèmes, mais souvent ils en introduisent d'autres. Heureusement, nous le verrons en temps voulu, retenez qu'on peut facilement limiter l'effet des outils à seulement certaines zones grâce au calque et au masque. On trouvera alors bien plus d'occasions d'utiliser ce type d'outil. Passons à la glissière suivante, contraste. En déplaçant le curseur, on va ici aussi agir sur toutes les tonalités de l'image. En allant vers la droite, on va étirer les tonalités vers la gauche et vers la droite. L'histogramme vous montre cela. L'effet sur l'image est comme vous le voyez que les tonalités sombres s'assombrissent et que les tonalités claires s'éclaircissent. Autrement dit, le contraste augmente. En allant vers la gauche, c'est l'inverse qui se produit et la conséquence est que le contraste diminue. Attention toutefois à ne pas tomber dans le petit piège suivant. Regardez cette image. Je me dis que je vais augmenter le contraste pour faire ressortir l'écriture. Eh bien, étrangement, tout devient plus sombre. Il n'y a en réalité rien d'étrange. Si on regarde l'histogramme, on voit que cette image ne comporte aucune tonalité claire. Or, lorsque je bouge le curseur vers la droite, je sais que cet outil va assombrir ce qui est sombre et éclaircir ce qui est clair. Ici, comme tout est sombre, je ne fais en réalité qu'assombrir encore plus ce qui était déjà sombre. Voilà l'explication. Si je reviens sur mon image et utilise ce curseur pour augmenter le contraste, je vois que l'effet est très prononcé non seulement sur le contraste, mais aussi sur les couleurs. Il faut donc être prudent avec ce curseur. De nouveau, on préférera souvent limiter son effet à seulement certaines zones. Passons maintenant à la glissière luminosité. En déplaçant le curseur vers la droite, on éclaircit les tonalités. Et en allant vers la gauche, on les assombrit. Cela fait un peu penser au curseur d'exposition, mais le fonctionnement est différent. Si vous regardez l'histogramme lorsque je déplace ce curseur, vous voyez que les tonalités principalement affectées sont celles entre les basses et les hautes lumières, autrement dit les tons moyens. Retenez que cet outil préserve les basses et les hautes lumières contrairement à l'outil exposition. Bien sûr, si l'on va trop loin, on risque également de légèrement couper les hautes ou les basses lumières. La dernière glissière de l'outil exposition est la saturation. Comme son nom l'indique, en jouant avec le curseur de cette glissière, je vais saturer les couleurs en allant vers la droite et les désaturer complètement en allant à gauche. Petite subtilité, lorsque vous augmentez la saturation, l'outil agit comme l'outil Vibrance que l'on trouve par exemple sous Lightroom ou Photoshop. En conséquence, il affectera moins les teintes déjà fortement saturées. Par contre, lorsque vous allez à gauche, il désature de façon homogène toutes les teintes, jusqu'à obtenir un noir et blanc si on le pousse à l'extrême gauche. Passons maintenant à l'outil High Dynamic Range. Vous voyez ici 4 glissières nommées haute lumière, ombre, blanc et noir.
Chacune de ces glissières va agir seulement sur une portion des tonalités présentes dans l'image et visibles dans l'histogramme. La première glissière haute lumière va se concentrer sur environ les 20-25% des tonalités les plus claires de l'histogramme. Si vous déplacez le curseur à gauche, cela va provoquer un éclaircissement des zones les plus claires et une récupération des détails dans celles-ci. En récupérant du détail, vous retrouvez du contraste dans cette zone. En contrepartie, vous perdez en contraste global de l'image. En déplaçant le curseur à droite, vous allez au contraire écraser les 20-25% les plus clairs vers le bord droit de l'histogramme, ce qui va éclaircir cette tonalité et même risquer d'écrêter les hautes lumières. Vous augmentez le contraste général de l'image, mais perdez en détail dans les zones très claires. La glissière ombre fonctionne de manière similaire pour les 20-25% des tonalités les plus sombres de l'image. En allant à droite, vous allez récupérer des détails dans les ombres et perdre en contraste général. Tandis qu'en allant à gauche, vous allez gagner en contraste général, mais risquer de boucher les ombres. Les curseurs dans les glissières blanc et noir fonctionnent de la même façon que les curseurs haute lumière et ombre, à la différence qu'ils n'agissent que sur un pourcentage de tonalité bien plus réduit. Sur environ 5% des tonalités les plus claires pour le curseur blanc et 5% des plus foncées pour le curseur noir. Ces 4 curseurs sont souvent utilisés lors du développement car, comme on vient de le voir, ils ont la particularité de pouvoir récupérer des détails soit dans les hautes lumières, soit dans les ombres. Disposer de 4 glissières s'occupant des tonalités extrêmes permet d'augmenter les possibilités de paramétrage et au final d'avoir un contrôle plus précis sur les tonalités extrêmes. Quelques recommandations sur cet outil. Avant d'utiliser ces curseurs, regardez bien votre histogramme pour voir si les tonalités qu'ils affectent sont bien présentes dans votre image. Au besoin, utilisez les autres outils de contrôle pour vérifier précisément. Attention aussi qu'il est parfois tentant, comme on le voit dans de nombreuses vidéos sur la toile, de récupérer entièrement les hautes lumières et de déboucher complètement les ombres. Cela donne bien souvent des résultats HDR irréalistes du plus mauvais effet si on ne fait pas attention à ce que l'on fait. Attention également qu'il ne faut pas confondre les 2 derniers curseurs avec par exemple ceux de Lightroom qui permettent de définir le point blanc et le point noir. Ce n'est pas du tout la même chose dans Capture One. Le réglage de ces points blancs et noirs se fait à l'aide de l'outil que nous allons voir à présent, à savoir l'outil Niveau. Commençons par regarder une nouvelle image plus adaptée à la compréhension de l'outil. L'outil Niveau sert principalement à étirer la plage tonale de l'image, ce qui a pour effet immédiat d'augmenter le contraste. On peut également la rétrécir via cet outil, mais cet usage est bien moins fréquent. Dans cet outil, vous voyez un histogramme. Cela vous permet d'avoir un visuel sur les tonalités présentes dans votre image. Pour mieux voir et comprendre ce qui se passe lorsqu'on utilise cet outil, je vais créer un outil flottant pour l'histogramme et un pour les niveaux. Je les colle ensemble et je les agrandis. Voilà qui est fait. À présent, regardez cette image. Elle manque de contraste. Elle manque de contraste car les tonalités ne couvrent pas l'ensemble des tonalités disponibles. Cela arrive souvent lorsque le temps est grisâtre ou en cas de brume par exemple. Si vous souhaitez redonner facilement du contraste à ce genre d'image, il vous suffit de définir ce que l'on appelle les points blancs et noirs de l'image. Si vous regardez l'histogramme de cette image, vous voyez que les premières et dernières tonalités ne se trouvent respectivement pas contre le bord gauche et droit de celui-ci. Cela signifie que mon image ne comprend ni noir pur ni blanc pur. La conséquence, comme vous le voyez, est que l'image est un peu terne. Pour lui redonner du contraste, je vais glisser le curseur noir du bas vers le début de l'histogramme et le curseur blanc du bas vers la fin de l'histogramme. C'est cela qu'on appelle définir le point noir et le point blanc de l'image. L'effet est immédiat. Regardez la différence avant-après ce simple réglage. Encore une fois. Comment cela fonctionne? Je réinitialise l'outil et regardez ce qui se passe sur l'histogramme principal.
lorsque je pousse le curseur noir vers la droite. Toutes les tonalités qui se trouvent à droite de mon curseur noir s'étirent du point blanc actuel vers le noir absolu. Regardez à nouveau. Si je pousse ce curseur noir plus à droite et commence à empiéter sur l'histogramme, je demande toujours à Capture One que toutes les tonalités qui se trouvent à droite de mon curseur noir s'étirent du blanc actuel vers le noir absolu, mais je lui demande également que toutes les tonalités à gauche de mon curseur deviennent du noir absolu. Vous voyez que si je vais trop loin, mon image comprend de plus en plus de zones noires pures. On va donc en général éviter de trop empiéter sur l'histogramme visible dans cet outil. Vous l'aurez compris, le curseur blanc fonctionne de manière analogue. Lorsque je le pousse à gauche, toutes les tonalités à sa gauche sont étirées du point noir actuel vers le point blanc pur, et toutes les tonalités à sa droite deviennent du blanc pur. On évitera donc d'empiéter sur l'histogramme afin d'éviter la surexposition de zones, à moins de rechercher cet effet. En règle générale, vous déplacez donc le curseur noir vers le début de l'histogramme et le blanc vers la fin de celui-ci. C'est le fonctionnement de base de cet outil. Notez que vous pouvez réaliser cette opération d'un simple clic en utilisant le pictogramme Réglage automatique. Regardez, je réinitialise mon outil et je clique sur le pictogramme Régler automatiquement. Comme vous le voyez, c'est très efficace. Maintenant, voyons ce que font les curseurs du haut. Je réinitialise l'outil et je vais déplacer le curseur noir du haut vers la droite. Regardez comme je peux facilement ainsi introduire un effet de voile atmosphérique. Si vous regardez l'histogramme, vous voyez qu'en utilisant les curseurs du haut, au lieu d'étirer les valeurs, vous les compressez. Plutôt que de bouger les curseurs, je peux directement entrer les valeurs qui me conviennent. Disons que je vais mettre ici la valeur 50 et là 125. Que se passe-t-il ? Je demande à Capture One que toutes les tonalités entre 0 et 255 soient remappées entre 50 et 125, ce qui a pour effet, comme vous le voyez, de fortement contracter l'histogramme et donc au final de perdre en contraste. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez, comme je l'ai dit auparavant, utiliser le réglage automatique pour cet outil. Toutefois, retenez bien que cela dépend de paramètres définis dans les préférences. Allons donc voir dans les préférences. C'est dans l'onglet Exposition que vous trouvez les réglages par défaut de cet outil. Ici, vous lui donnez le pourcentage de tonalité sombre qu'il peut clipper et ici le pourcentage de haute lumière qu'il peut clipper. Bien qu'un faible pourcentage comme celui par défaut n'est pas mauvais, je vais quant à moi mettre 0,05 pour les ombres et 0 pour les hautes lumières. Voyez que par défaut, il ne s'occupe pas des curseurs noirs et blancs du haut. Vous pouvez, si vous le voulez, activer cette case à cocher pour définir ces valeurs. Et comme vous pouvez le remarquer ici, cet outil travaille par défaut en automatique sur l'ensemble des canaux RVB. Mais vous pourriez lui demander ici de traiter les canaux rouge, vert et bleu séparément. Je laisse sur RVB et je ferme les préférences. Et maintenant, je réinitialise et j'applique le réglage automatique. Regardez la différence avant-après. Il y a encore un curseur dont je n'ai pas parlé, le curseur gris du milieu. Il vous permet simplement de déplacer vers la droite ou vers la gauche les tonalités comprises entre le point noir et le point blanc que vous avez défini. L'effet est le suivant. En allant à droite, vous assombrissez les tonalités et en allant à gauche, vous les éclaircissez. Cet outil sème parfois la confusion chez celui qui n'y est pas habitué car il n'est pas toujours évident à comprendre. Surtout lorsque l'on commence à jouer avec les 4 curseurs en même temps et ou que l'on commence à empiéter sur l'histogramme, ou encore lorsque l'on joue sur les canaux séparément. Il y aurait encore bien des choses à dire sur cet outil, mais je vais me contenter pour ce tutoriel des fonctions de base que nous venons de voir. Je dois cependant encore ajouter une petite chose simple à laquelle vous devez penser mais qui est très importante. Si vous utilisez l'outil niveau, vous devez faire attention de penser à venir le régler à nouveau si vous retouchez à des curseurs qui vont par exemple affecter les points noirs et blancs. Regardez ce qui se passe si je bouge mon curseur exposition après avoir réglé mes niveaux. Voyez qu'en agissant ainsi, mes points noirs et blancs ne sont plus corrects.
Faites donc toujours attention à ce que vous faites, aux outils que vous utilisez et à l'impact qu'ils ont les uns sur les autres. Même si tout cela peut vous sembler compliqué, rassurez-vous, comme vous le verrez au fur et à mesure des tutoriels, ce n'est pas si ardu et surtout cela vous donne une extrême souplesse lors du développement. À présent, je réinitialise l'image, je supprime les outils flottants et on va enfin pouvoir passer aux 2 derniers outils que j'ai envie de couvrir dans cette vidéo. Commençons par l'outil Clarté. Comme vous le voyez, cet outil dispose de 2 glissières et d'un menu déroulant. Le curseur de la glissière Clarté sert à ajouter du contraste, principalement dans les tonalités moyennes lorsqu'on le pousse à droite. Le curseur de la glissière Structure sert lui aussi à ajouter du contraste, principalement dans les tonalités moyennes lorsqu'on le pousse à droite. La différence est qu'il le fait sur des détails beaucoup plus fins. Ces curseurs ont en quelque sorte le don de donner du punch à l'image, d'annuler la sensation d'un léger flou ou encore de faire ressortir des détails de façon plus simple qu'en utilisant l'outil spécialisé Netteté. Bref, ces curseurs donnent du relief ou encore de la présence à l'image. Regardez comme mon image gagne en relief lorsque je pousse le curseur Clarté à fond à droite. Si j'utilise le curseur Structure, voyez que l'effet est plus limité. On peut mixer un peu des 2 curseurs pour obtenir un meilleur résultat suivant les éléments présents dans l'image. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de vidéos où les gens n'hésitent pas à pousser ces curseurs assez violemment. On le voit aussi beaucoup chez les nouveaux photographes qui voient souvent en ces curseurs des outils un peu magiques. Cependant, il faut vraiment faire très attention car ces outils sont souvent destructeurs quand on les pousse assez loin. Regardez ce qui se passe lorsque je zoome à 100% dans mon image. Vous en conviendrez, c'est assez dégueulasse. Regardez avant et après. Retenez bien ceci, lorsque vous utilisez ce genre d'outils, prenez l'habitude de travailler avec une image en taille réelle à 100% pour bien voir si vous n'introduisez pas plus de problèmes que vous n'en résolvez. Et surtout, modérez fortement les valeurs lorsque vous impactez comme ici l'entièreté de l'image. On fera en général un meilleur usage de ces outils sur des zones de l'image plutôt que sur son intégralité. Voyez comme un tout petit ajustement peut déjà avoir un impact assez violent. Il y a cependant parfois des cas où vous pouvez pousser ces curseurs plus loin sans être destructeur comme ici. Prenons cette image et voyez comme la clarté marche bien avec de fortes valeurs sur les zones nuageuses. Regardez que la structure ne semble quant à elle pas trop affecter l'image. Remettons la clarté à fond. Je vais zoomer ici à 300% pour que vous voyez mieux sur YouTube. Comme vous le voyez, si je fais un avant-après, on ne voit pas trop de dégradation. Par contre, regardez ce qui se passe si je réinitialise mon outil et que j'utilise la structure. Cela ne marche pas du tout sur cette zone. Pire, comme cela affecte les fins détails, vous voyez alors ressortir de ce ciel tous les infimes micro-contrastes présents dans les nuages, ce qui donne au final une bouillie de pixels. Je vais zoomer à 600% pour être sûr que vous voyez mieux sur YouTube. Regardez maintenant à cette valeur de zoom comme la clarté agit différemment. Bien sûr, n'oubliez pas que j'ai zoomé fortement pour les besoins de la vidéo. Vous ne devez jamais travailler à des valeurs aussi extrêmes. Vous allez en effet voir des défauts qui sont en réalité inexistants à 100%. Le mieux est donc de travailler avec ces curseurs à 100%, voire parfois un peu plus, mais dans ce cas, prenez toujours l'habitude de contrôler à 100%. Et faites bien attention également qu'on entend souvent que ces curseurs n'agissent que sur les tonalités moyennes. En réalité, ils risquent aussi de boucher les noirs ou d'écrêter les hautes lumières. Si j'active mes avertissements d'exposition, voyez que mon ciel ne présente pas de zone écrêtée. Maintenant, si je pousse la clarté à fond, voyez ce qui se passe. Mes alertes s'activent. Il est possible que j'ai alors écrêté mon ciel. Le fonctionnement de cet outil va aussi dépendre du mode que vous choisissez dans ce menu déroulant. Il y a 4 modes différents et chacun fait appel à un algorithme différent pour traiter la façon dont vont agir les curseurs clarté et structure.
Retenez donc que l'algorithme choisi va affecter le rendu aussi bien pour la clarté que pour la structure. Cependant, l'effet sera beaucoup moins prononcé, voire même quasi invisible concernant la structure. Décrivons les modes. Comme son nom l'indique, puissant applique l'effet le plus fort. Il booste fortement les couleurs et a tendance à écrêter les hautes lumières. Voyez comme les alertes sont plus nombreuses. Là où il peut être le plus utile est lorsqu'il y a de la brume. Neutre a un effet similaire à la différence qu'il ne booste pas les couleurs. Naturel, le mode par défaut risque moins d'écrêter les hautes lumières, tout comme il ne sature pas trop les couleurs. C'est un peu le meilleur compromis entre les deux méthodes précédentes. Classic est un ancien algorithme qui date de Capture One version 6. Il applique un contraste plus fort que les autres modes. On peut voir ici que mes alertes d'ombre s'activent et que les hautes lumières ont été impactées différemment. Il faut aussi faire attention car il a parfois tendance à créer des halos disgracieux. Toutefois, il est parfois utile car il agit assez différemment des trois autres modes, non seulement sur le contraste comme on vient de le voir, mais aussi sur la couleur. N'oubliez pas que je viens de vous décrire ces modes avec une valeur clarté à 100. Il y a très peu de chances que vous deviez utiliser une telle valeur, et forcément l'impact de l'algorithme est beaucoup moins visible lorsque l'on agit de manière raisonnable sur les curseurs. En règle générale, vous restez sur naturel, le mode par défaut, mais rien ne vous empêche de tester les autres modes. Pour en finir avec cet outil, notez encore que vous pouvez utiliser des valeurs négatives. Bien que moins souvent utilisées, elles peuvent avoir de très beaux effets sur, par exemple, la peau d'un visage. Ces curseurs utilisés négativement auront alors tendance à gommer les défauts en adoucissant en quelque sorte la peau. De nouveau, si vous allez trop en négatif, vous allez vous retrouver avec un visage qui ressemblera plus à celui d'une poupée en plastique qu'à un visage humain. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet outil, c'est de l'utiliser avec parcimonie et plutôt sur des zones localisées. Passons enfin au dernier outil que je vais couvrir dans cette vidéo. Il s'agit de l'outil correction du voile. Comme son nom l'indique, il est d'une grande aide pour corriger le voile atmosphérique présent sur une image, ou au contraire ajouter ou augmenter le voile présent sur une image. On a vu sur cette image que cela était déjà facilement réalisable avec les niveaux, mais cet outil fait plus de choses qu'une simple modification des niveaux. En le poussant à droite, on fait progressivement disparaître le voile atmosphérique en augmentant les contrastes. Mais l'outil va aussi saturer les couleurs afin de tenter de retrouver celles cachées dans la brume. Si l'on pousse fortement le curseur, on constate que cet outil a un effet assez violent. De nouveau, un outil à utiliser avec parcimonie. On l'aura deviné, en le poussant à gauche, on va renforcer l'effet du voile. Ici, j'aurais plutôt tendance à l'utiliser pour supprimer légèrement le voile. Pour les besoins de la vidéo, je vais aller beaucoup plus fort que ce que je ne l'aurais fait. Sous ce curseur, vous voyez ton d'ombre. Cela sert à définir la zone d'ombre où il y a de la brume. Par défaut, le mode est sur Auto, ce qui signifie que Capture One a défini lui-même cette zone d'ombre. Vous voyez la couleur dans le petit carré à droite de la liste déroulante. Si vous trouvez que Capture One n'a pas bien réussi à trouver cette zone en mode automatique, utilisez alors la pipette à droite et allez choisir une autre zone d'ombre. Voyez que l'effet est sensiblement différent. Si vous n'êtes pas content de votre choix et ne trouvez pas mieux, alors allez dans la liste déroulante et revenez sur Automatique. Enfin, n'oubliez pas de changer d'outil curseur une fois que vous en avez terminé avec la pipette. J'en arrive enfin à la conclusion de ce tutoriel. J'ai vu avec vous qu'analyser une image et se demander ce qu'on allait pouvoir en faire était important. Je vous ai montré quelques outils disponibles afin de contrôler le potentiel d'une image. Et enfin, les outils de base que je viens de décrire vous permettent de réaliser pas mal de choses. Je vous invite d'ailleurs à vous entraîner à maîtriser ceux-ci. Ils sont en effet essentiels à tout développement. Essayez donc de bien comprendre sur quelle tonalité ils agissent et l'impact qu'ils ont sur vos images. Ceci étant dit, et comme on l'a vu dans ce tutoriel, certains outils ont des impacts assez forts sur l'image et parfois sur des zones qui ne nous arrangent pas.
Je pense par exemple à l'outil clarté qu'on n'a pas nécessairement envie d'appliquer à toute l'image. C'est pourquoi, dès le prochain tutoriel, nous verrons comment restreindre l'effet des outils que nous venons de voir à seulement certaines zones de l'image. Cela va grandement augmenter les possibilités de développement d'image en choisissant précisément les zones sur lesquelles nous voulons effectuer des ajustements. On va entrer de plein pied dans ce que l'on nomme les réglages locaux. Nous verrons alors que sous Capture One, les possibilités pour n'agir que sur certaines zones de l'image sont énormes. Mais mieux encore, nous verrons que c'est un réel plaisir de pouvoir développer son image par zone et surtout de pouvoir organiser son travail afin de s'y retrouver sans peine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous aimez ce genre de tutoriel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Si au contraire vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et à vous dire à bientôt pour le prochain tutoriel.